que la précédente, parce que bravo. Alors, ma présentation, elle sera quand même un peu similaire sur un point, c'est que on va beaucoup parler du thermomètre. Je ne vais pas parler de la solution. On va être beaucoup sur le diagnostic et pas sur et alors, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Parce que c'est ce qui ressort un peu à la fin de votre présentation. Enfin, il ne faut pas que je déborde sur la précédente, mais je veux dire, c'est un débat qui, vous l'avez présenté très français, mais il n'est pas que français, évidemment. Dans tous les pays, on a ce problème-là, et comment on fait, quoi. Et moi, je vais avoir aussi ce problème-là sur comment on définit une crise agricole, comme a dit M. Chalmin, mais comment on pourrait faire de telle sorte qu'au niveau européen, ce soit un petit peu partagé. Parce que la décision des politiques sociales, c'est plutôt français, mais les politiques agricoles, c'est en partie européen. C'est pas que européen, mais en partie européen. Alors en fait, ma présentation, j'ai mis 2 auteurs moi-même, et puis Sioné Kémé, qui en fait a travaillé, a fait un stage sur ce sujet-là. Donc elle était étudiante à l'époque à l'Institut Agro, enfin l'école d'agro de Rennes, Angers, et elle est partie faire un doctorat aux États-Unis, donc elle n'est pas là ce matin. Et ça avait été un stage donc, que j'ai encadré avec les collègues de France Agrimaire. Vous aurez ces slides juste après. Donc ma présentation va beaucoup reprendre son diaporama. Et elle est organisée comme suit. Donc je ne sais pas où tu appuyais. Ah, le gros vert. OK. Donc pareil, j'aurai 4 points. Bon, je vais peut-être passer vite sur le premier, dans le sens où je pense que beaucoup connaissent un peu la problématique agricole. Après, des petits éléments de méthode. Quelques résultats qu'on a obtenus, et puis évidemment, si c'est un stage de 6 mois, on est nombreux peut-être dans la salle à avoir travaillé toute notre vie là-dessus, on n'a pas résolu, donc il ne faut pas attendre qu'en 6 mois, on a réussi à tout résoudre. Après, on va vous dire, voilà, ce qu'on pense qu'il reste à faire. Donc la problématique, j'espère que je n'ai pas mis des slides trop petites. Bon, j'ai pris un exemple parmi d'autres, j'ai mis de la production laitière, j'espère que les autres ne m'en voudront pas, mais l'idée, c'est juste de dire... On est dans un monde maintenant que ça bouge beaucoup, quoi. Hein, un coup les prix sont hauts, un coup les prix sont plus bas. Est-ce que c'est trop haut, trop bas, l'inflation trop haute, trop bas? C'est délicat. Mais ce qui est sûr, c'est que ça bouge beaucoup. Et pourquoi j'avais mis l'industrie laitière, c'est parce qu'on voyait au début de la période sur le graphique de gauche que en fait il y avait un système de régulation avant par ce qu'on appelle la politique laitière, l'organisation commune de marché, là, avec les prix d'intervention, tout ça. Donc ça bougeait un tout petit peu, mais depuis ça a été libéralisé. Est-ce que c'est la cause? J'en sais rien, mais enfin c'est pas si évident que ça. Et depuis ça bouge énormément. Donc ça c'est sur le prix du lait. Et en fait de l'autre côté il y a les produits laitiers. Et en bas, donc c'est source Commission européenne, hein. Et en bas, vous avez les prix d'intervention du beurre et de la poudre. Et vous voyez que par exemple en 2016 et 2018, la poudre de lait écrémée avait atteint ces niveaux de prix d'intervention. Donc à chaque fois que ça bouge, notamment quand ça bouge vers le bas, il se pose la question, mais est-ce que c'était bien, c'était pas bien d'avoir fait ce qu'on avait fait hier? Est-ce qu'il faudrait accompagner? Comme quand lorsqu'il y a de l'inflation trop haut, qu'est-ce qu'il faut faire pour les consommateurs? Eh ben, c'est un peu pareil pour l'agriculture. Quand les prix sont trop bas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nos producteurs? Ou inversement, quand les prix sont très hauts, qu'est-ce qu'il faut faire pour les utilisateurs? Donc c'est une question peut-être vieille comme le monde. Et les économistes ont travaillé là-dessus depuis longtemps. Il n'y a jamais un consensus parfait. Et je me suis permis juste de remettre une publication de l'OCDE là-dessus. Je ne sais pas si c'est les meilleurs académiques dans le sens, mais elle avait fait un peu le tour de ce qu'avaient dit les académiques là-dessus. Et j'avais dans leur publication de 2010, hein, ils avaient repris le graphe de nos collègues Jean Cordier, prof à Agro Rennes, et Jean-Christophe Debar, qui disaient il y a plusieurs instruments pour gérer ça, mais il y a quand même le truc que quand c'est la catastrophe, ou la crise, si vous voulez, il faudrait peut-être que l'État intervienne. Et en fait, dans ce rapport de l'OCDE, qu'ils avaient quand même travaillé 10 ans sur le sujet, ils disent ouais, mais en fait, c'est quoi la frontière entre ce qui est assurable ou pas, est-ce que c'est la crise, etc. On ne sait pas. C'est ce qu'ils disaient au bout de 10 ans de travaux. On ne sait pas ce que c'est que la crise. Et en fait, on a l'impression que c'est déterminé par l'économie politique. Ce n'est pas déterminé par la statistique. Donc voilà ce qu'ils disaient. Et aujourd'hui, dans la politique agricole commune, qui est rénovée tous les 5-6 ans, mais
il y avait été créé en 2013 qui s'appelait une réserve de crise. Tu as envie de te dire, bah tiens, puisqu'ils nous ont défini une réserve de crise, peut-être que dans la politique agricole commune, enfin, c'est défini ce que c'est que la crise, de manière générique pour l'ensemble des secteurs. Hein. Pour certains secteurs, ça existe, fruits et légumes, ça existe depuis longtemps, mais de manière générale, est-ce qu'ils nous ont dit quelque chose? En fait, ils nous ont écrit, bon, j'ai pris un des articles qui dit ça, là, l'article 219 dans le règlement correspondant. Ils disent, on va mettre en œuvre des mesures pour gérer quelque part les situations exceptionnelles lorsqu'il y a des baisses significatives de prix et lorsqu'elles sont susceptibles de se poursuivre. Mais c'est quand même assez interprétable. C'est combien significatif, susceptible de se poursuivre, ça fait pas très tranchant, quoi. Okay, donc voilà ce qu'il y a dans la PAC. Ce qui se passe, c'est que dans d'autres pays, il y a peut-être... donc là, c'est encore une publication de l'OCDE qui dit est-ce que dans différents pays, on a l'habitude de réagir à des crises? Ça ne veut pas dire comment ils ont défini la crise, mais ça veut dire que les gens réagissent à la crise. Et donc ça, je pense que c'est assez connu que nous, en Europe, donc c'est l'avant-dernière colonne, les chocs, est-ce qu'on aide lorsqu'il y a eu un choc économique? Sur la période 2017-2019, on aidait très peu. Il n'y avait que 0,1% du soutien donné par l'Europe qui passait au titre de cette crise. Alors qu'aux États-Unis, bon, ils ont beaucoup plus l'habitude de ça. Bon, il y avait l'histoire aussi de la guerre avec la guerre commerciale avec les Chinois. Voilà. C'est juste pour vous illustrer que il y a des choses très différentes d'un pays à l'autre dans la pratique de la gestion de crise. Mais je n'ai pas trouvé chez eux comment ils définissaient exactement ex ante le système. Après, il ne faut pas exclure qu'il y a des définitions, des fois, je dirais, privées de la crise. Vous avez des marchés eux-mêmes, sans que l'État intervienne, qui disent « Attention, là, les prix bougent trop. » Là. Donc, par exemple, à côté de chez moi, je viens de Rennes, le marché du port de Breton, à Plérin, il dit toutes les semaines, attention, les variations de limite de prix, il ne faut pas qu'elles soient trop fortes parce que ça peut un peu envoyer des signaux un peu bizarres. Alors, je n'ai pas dit qu'ils avaient dit que c'était la crise, mais ils disent, tiens, attention, il faut quand même que les variations de prix d'une semaine sur l'autre ne soient pas trop exagérées. Sur les marchés financiers, notamment, il y en a à Euronext à Paris, mais aux États-Unis, ils ont une beaucoup plus grande profondeur que chez nous. Eux, ils sont passés, par exemple, en 2014, tous les jours, vous n'avez pas la possibilité que les prix négociés sur les contrats à terme des maturités éloignées, pas tout de suite, mais celles des mois suivants, on ne peut pas faire varier énormément, quoi. Enfin, on fait varier quand même beaucoup, et c'est fixé, eux, ils ont fixé à 7% de la moyenne des prix des 45 derniers jours. Donc c'est juste pour vous dire, il y a quand même des choses, mais voilà le contexte. Et c'est quoi la motivation de l'étude? C'est que France Agrimaire m'a demandé Enfin, on s'était rencontrés l'année dernière et dire, est-ce qu'on pourrait un petit peu plus objectiver la crise? C'est un vieux débat qui existe en France et qu'on essaye de faire porter au niveau européen. Est-ce qu'on peut essayer de progresser un peu plus que ça, quoi? Okay, c'était ça la commande. Et donc, d'où le stage de Sionegaël Ikeme, donc essayer de caractériser les crises économiques de marchés agricoles. Donc on a dès le départ quand même un peu séparé en deux choses. Ça bouge beaucoup et ça impacte beaucoup les agriculteurs. Il y a beaucoup d'aléas qui peuvent impacter les agriculteurs et on s'est beaucoup focalisé sur les prix agricoles. Okay, il peut y avoir des crises de revenus agricoles qui sont liées à des problèmes de production. Okay, donc on a focusé dessus. Et donc j'ai encadré avec Patrick Aigrin et Frédéric Douel de France Agrimaire et on a bénéficié de retours de nombreux experts de la profession ou du ministère. Donc qu'est-ce que nous a fait Sionegaël? Les jeunes, on les aide quand même un peu, on ne les envoie pas comme au casse-pipe tout seul. On lui a dit, voilà un peu sur quoi tu peux essayer de t'appuyer, et puis il y avait eu déjà des réflexions, donc j'ai mis ça, qu'est-ce que sont les notions clés qu'on lui a données? C'est que là, ça va donner un graphique qu'avait fait France Agrimaire avant, comment définir une crise. Il y a déjà cette notion, comme on l'a vu lorsque la PAC définit la réserve de crise, il y a une notion de est-ce que le choc est fort ou pas. Donc c'est ce qu'il y a le graphique, l'axe vertical des ordonnées, là, l'ampleur de la variabilité,
Et un autre élément qui peut contribuer à définir la crise, c'est est-ce que ça dure ou pas. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Est-ce que c'est susceptible de se poursuivre? Si la durée est faible et puis le choc est petit, ben on dit c'est le bruit de fond. Si la durée est longue mais que c'est pas très fort, on se dit bah, c'est une évolution tendancielle. C'est le quadrant à droite. Si c'est très fort mais que ça dure très peu de temps, une semaine, on se dit c'est peut-être un épiphénomène, il n'y a peut-être pas besoin de corriger le problème si c'est qu'une semaine. Et enfin on a dit voilà, le dernier cadran nord-est, pardon, ben, c'est la crise. Donc on lui a dit essaye de travailler les notions d'ampleur du choc, de durée du choc. Il y a évidemment aussi d'autres notions qu'il faudrait essayer de prendre en compte. On a défini la notion de tolérabilité. Donc, est-ce que les entreprises, par exemple, si c'est une chute de prix, pour une entreprise, de son produit de vente, hein, ça peut être une augmentation de son prix d'achat, de ses inputs, mais si c'est une chute de prix de son output, quel est le poids de ce produit dans sa structure d'exploitation, où il serait rendu dans son niveau d'endettement. On n'a pas fait ça dans ce stage-là, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mais il y a une raison particulière qu'on l'a pas fait, c'est que ce qui est bien aussi des fois, c'est qu'il faut faire ces analyses-là au niveau des filières. Et dès qu'on veut faire au niveau des filières, ben, on a des statistiques sur l'agriculture, enfin sur les exploitations agricoles. C'est ce qu'on appelle le RICA, le réseau d'information comptable agricole. Mais dès qu'on va aller sur les autres maillons de la filière, les données sont beaucoup moins disponibles. Savoir exactement ce qui se passe chez les transformateurs, les grossistes et les distributeurs, c'est un problème récurrent, je pense, au niveau de l'observatoire. Donc, savoir quelle est la tolérabilité au niveau des distributeurs d'une variation de prix sur leur comptabilité, il faudra avoir leur comptabilité. Et ça, en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait tout de suite. Il y a l'histoire aussi de mesurabilité. Et en fait, on a beaucoup passé de temps là-dessus. C'est de se dire, il faut essayer de identifier lorsqu'il y a une crise, mais pas arriver avec le résultat 2 ans après, quoi. Parce que peut-être que le traitement, si le diagnostic arrive trop tard, peut-être que le traitement arrivera trop tard aussi, quoi. Donc il faut essayer de faire une détection précoce de la chose. Ok ? Là, dans l'inflation, les prestations sociales, j'ai l'impression que c'est peut-être tous les ans. C'est pas tous les 2 mois, on change les choses, quoi. Et peut-être que des fois, pour certaines filières, attendre 1 ou 2 ans que les calculs soient faits, ça peut être un peu problématique. On ne sait jamais, quoi. Ok ? Alors que d'un autre côté, quelque part, on a quand même de l'information régulière. France Agrimaire ou même au niveau de la Commission européenne, il y a des observatoires qui nous donnent à peu près toutes les semaines, tous les mois où en sont les prix, quoi. Donc il va falloir essayer de conjuguer cette information, sachant que cette information elle est quand même partielle. C'est-à-dire qu'en même temps que tu es les prix comme à Plérin, par exemple, sur le port, tu n'as pas exactement l'évolution des quantités toutes les semaines. Où sont rendus les stocks, etc., on ne les a pas. Donc il va falloir conjuguer un petit peu entre ces deux choses-là, quoi. Ok ? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et enfin, la dernière notion qu'on lui a donnée à Sénégal à faire, c'est de se dire, oui, mais peut-être pas faire tous les marchés. Il faut peut-être regarder les marchés qui sont pertinents. Il y a des marchés qui sont peut-être un petit peu plus petits, qui vont vite être rattrapés par un marché plus gros. Peut-être que, quand je dis plus gros, c'est un peu mal dit, mais par exemple, ces histoires-là, il y a beaucoup eu des travaux, par exemple, dans le passé, sur est-ce que je pense à un doctorat qu'on a sur les marchés des oléagineux, est-ce qu'ils sont drivés par l'huile de palme ou l'huile de soja relativement à l'huile de tournesol. On a eu depuis l'année dernière, un conflit qui fait que le tournesol qui venait d'Ukraine, ça a complètement changé. Mais quelle est la contribution de l'huile de tournesol à l'ensemble du système d'huile ? Il faut essayer de le quantifier un tout petit peu. Donc il faut essayer de voir la crise, quand on veut définir cette crise, quels sont les marchés pertinents et directeurs. Alors ça c'est ce qu'on avait dit de manière un peu qualitative. Et maintenant, on va essayer de mobiliser des méthodes quantitatives, un peu les mêmes que ce qu'a dit, n'a pas dit, mais qui sont derrière la présentation de Florence. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes quantitatives qui sont énormément utilisées en macroéconomie pour mesurer l'inflation et comment la politique monétaire doit évoluer, etc.
Ça a été développé énormément dans les années 80-90, hein, les méthodes de série temporelle, où on va regarder dans leur cas en macroéconomie tous les mois comment ça se passe entre l'inflation, les taux de chômage, le PIB, tout ce que vous voulez, la masse monétaire, etc. Pour voir qu'est-ce qui domine ou pas. Donc c'était beaucoup lié dans les années 80-90 à savoir est-ce que les évolutions de PIB, les chocs, c'était lié à des problèmes de demande ou d'offre et la politique keynésienne versus la politique néolibérale. Donc ça, on va mobiliser des techniques statistiques qui sont bien éprouvées, qui ont été développées énormément dans les années 80-90 par la macroéconomie, et qui sont aujourd'hui énormément utilisées aussi dans le domaine de la finance. La finance, c'est quelque chose qui bouge tous les jours, et donc on utilise toujours... Nous avons des doctorants qui utilisent ça pour voir justement, par exemple... je reprends l'exemple de l'huile. Aujourd'hui, l'huile de tournesol, si vous voulez vous protéger par rapport à une fluctuation du prix du tournesol demain, personne ne sait si la guerre s'arrête demain. Enfin, peut-être M. Scholman, je ne sais pas, mais je crois que personne ne sait vraiment. Et donc, vous avez quand même pourtant des acteurs qui sont exposés par rapport à ce risque-là, enfin cet aléa-là. Et donc, certains voudraient peut-être se protéger par rapport à cet aléa-là, sauf qu'il n'y a pas de marché futur, enfin ce qu'on appelle contrat à terme, associé à cette huile-là. Par contre, il y en a par rapport à l'huile de soja. Donc, comment j'essaye de me couvrir sur mon exposition tournesol sur un truc au soja qui est aux États-Unis ou sur un truc de palme qui est en Indonésie. Donc, on utilise beaucoup ça en fait pour comprendre la dynamique des prix, comment ils évoluent entre uns et les autres. Donc, on va utiliser ces méthodes-là qui sont bien connues avec des données. Donc, des fois, on le fait. On a une publication qui vient de sortir, on le fait des fois à la minute. Hein. On fait même des fois à la microseconde. Bon, là, on pousse un peu le trait. Mais on fait des fois ces analyses statistiques. Ici, on va le faire souvent à la semaine. Mais on peut descendre beaucoup plus bas. On peut descendre beaucoup plus bas avec ça. Mais ce qui se passe, c'est que dès qu'on descend plus bas que annuel, souvent les prix ils ont une caractéristique qui sont ce qu'on appelle non stationnaires. Vous observez des prix et vous voyez qu'ils ne reviennent jamais exactement au même endroit. Une série stationnaire, c'est une série où les prix reviennent quelque part à un niveau d'équilibre. Ok ? Et bien, quand vous regardez des prix mensuels, vous ne voyez jamais que des prix reviennent, du point de vue statistique, qui reviennent à cette moyenne. Okay ? C'est ce qu'on appelle des marches aléatoires. Et ce qui complique un tout petit peu l'analyse statistique. Par contre, ce qu'on observe souvent sur ces données-là, donc très fines, hein, hebdomadaires, mettons, c'est que les prix ont tendance, des fois, entre eux, à avoir une certaine cohérence. C'est-à-dire que, je reprends le cas des huiles, elles peuvent monter ou descendre, enfin, elles peuvent varier énormément de semaine à l'autre. Par contre, le rapport entre elles, il bouge moins. Il bouge moins. Ok ? Donc ça veut dire qu'on va pouvoir étudier des paniers de prix, en fait, et pas juste un seul, quoi. Et ce qui va nous permettre de déterminer lesquels de ces différents produits, en fait, sont directeurs. Est-ce que le prix de l'huile de tournesol a bougé parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, ou si c'est parce que c'est l'huile de soja qui a bougé et qu'il a entraîné dans son sillage l'huile de tournesol? C'est ça qu'on fait. Ok ? Alors, on m'avait dit, t'en fais pas trop, j'en ai mis juste une équation. C'est que, en fait, quand vous voyez des prix... Ah, c'était pas bon alors. Ah, j'ai appuyé 2 fois. En fait, quand vous voyez des prix, peut-être la différence avec la présentation précédente, c'est que... Enfin, Florence n'a pas eu le temps, c'est que nous, en agriculture en tout cas, le nombre d'aléas qui touchent les marchés agricoles sont infinis. Tous les jours, il peut se passer quelque chose. Ça veut dire que les prix, il y a peu de chances qu'ils soient tous les jours au niveau de leur équilibre. Ils peuvent dévier un tout petit peu de ça. Ok ? Donc ça veut dire qu'il y a une tendance de long terme entre les prix, et autour de cette tendance, ça va beaucoup varier en fait. Ok ? Et on va essayer de retrouver cette tendance de long terme, qui peut évoluer énormément sur une période, et tous les chocs qu'il y a autour de cette tendance. Okay ? C'est ça qu'on essaye de faire. Et donc là, quand je vous ai dit, c'est des méthodes qui existent en macro depuis 20 ans. Maintenant, il y a des logiciels gratuits qui sont sur Internet que tout le monde peut mettre, enfin tout le monde, qui sont assez facilement à mettre en œuvre,
Et pourquoi c'est potentiellement important? Si on veut partager nos analyses françaises au niveau européen, autant que les méthodes qui soient mobilisées soient reconnues et facilement implémentables. Ok? Donc c'est quoi là? Par exemple, si j'ai deux produits, 1 et 2, que j'observe, mettons, toutes les semaines, P1T, mettons, prix de l'huile de soja, P2T, prix de l'huile de colza. Je les observe toutes les semaines et je me dis, est-ce qu'entre les deux huiles, il va y avoir une relation de long terme? Le fait que l'huile de colza est peut-être plus valorisée par les consommateurs vu sa teneur en acides gras relativement à l'huile de soja, il va y avoir peut-être une relation de long terme qui va un peu évoluer pour prendre en compte les préférences des consommateurs, comme tu l'as très bien dit, Florence. Okay, mais autour de ces évolutions tendancielles des prix relatifs, il va y avoir plein de chocs. À un moment donné, il y a une sécheresse en France qui fait que le colza est moins bien récolté ou au Canada. Et ben, le colza va bouger un tout petit peu par rapport à celui du soja, etc. Okay, donc il y a des chocs entre les deux. Donc ce qu'on va essayer d'estimer, c'est d'abord la première équation, et après remettre dans la deuxième équation qui sont les variations de prix donc hebdomadaires, comment ces variations de prix rattrapent quelque part les déséquilibres qu'il y aurait pu y avoir liés à un choc le mois dernier ou 2 mois avant. Ok? Donc en fait, vous mettez ces équations-là dans un logiciel libre, hein, et il va vous sortir 3 informations essentielles. Quelle est l'amplitude des chocs? C'est ce qu'on voulait voir un peu dans ces marchés-là. Quelle peut être la durée de propagation des chocs? De combien de temps, de semaines il nous faut avant que le choc soit résorbé? Et enfin, le alpha 1 et le alpha 2, c'est lorsqu'il y a une déviation par rapport à la relation de long terme, c'est quel marché qui va s'ajuster à l'autre. Ok? Par exemple, si alpha 2 égale 0 ici, ça veut dire que dès qu'il y avait eu une déviation le mois dernier, enfin la semaine dernière, c'est pas lui qui s'ajuste. Et donc si alpha 2 égale 0, ça veut dire que c'est lui le marché directeur. Lui, son prix, il n'est pas déterminé par la relation d'équilibre. Si alpha 1 est, mettons, positif, ça veut dire que c'est lui qui va rattraper l'écart. Ok? Donc ça, ces coefficients-là, ça nous permet de savoir c'est qui le marché directeur. C'est qui qu'il faut suivre en premier pour déterminer où serait la crise. Ok? Donc on passe aux applications. Je croyais que j'allais être court, mais je ne sais pas si je vais être court. Alors, on a fait ça sur plusieurs filières et aujourd'hui, en fait, quand on a commencé il y a 1 an, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an, mais il y avait, comme quoi ça va très vite le milieu agricole, c'était pas le plus facile, on va dire, pour la filière porcine. D'ailleurs, même le ministre avait signé un chèque pour dire, voilà, il faut soutenir cette filière. Donc on a d'abord travaillé sur la filière porcine, mais on a travaillé sur plusieurs autres filières. Hein. On a regardé les produits céréaliers, on a regardé le porc par rapport à ses inputs, on a regardé les produits laitiers, on a regardé les produits fruits et légumes. Sachant que, je vous avoue, autant je vous ai dit que les méthodes standards sont connues depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire que les méthodes sont complètement stabilisées. Il y a toujours moyen de les améliorer un tout petit peu, notamment lorsqu'il n'y a pas de prix. Et notamment dans les fruits et légumes, c'est un problème que certaines semaines, on n'a pas de prix. Donc comment on gère ça? C'est un peu relié à ce que je voulais dire à Florence, c'est que quand elle mesure l'inflation, on mesure des fois l'inflation par rapport à un produit qui n'existait pas hier. Comment on fait? Vous faites, par exemple, imaginons que demain le gouvernement dit on arrête le glyphosate, ça n'existe pas un produit sans glyphosate aujourd'hui. Okay, et comment on va pondérer ça dans l'inflation demain? C'est tout ce que tu appelles les aspects de qualité. Il faut bien admettre que la qualité, des fois, elle n'existait pas hier. Okay, donc nous, on a ce même problème-là, qu'il y a des fois, on n'observe pas le produit, pas temporairement. Okay, donc ça veut dire qu'il y a toujours là c'est le petit côté du chercheur qui vend un peu sa sauce, il y a toujours un peu quand même de travaux méthodologiques à faire. Toujours un tout petit peu. Mais dans ce que je vous présente aujourd'hui, on a utilisé les méthodes validées standards. Okay, parce que par exemple, on a des prix, donc je passe au cas du porc, on a des prix, donc ça c'est les sources de données, on avait des prix toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait des gens qui faisaient du trading de cochons. Donc là, vous avez, donc c'est des données qui viennent d'Eurostat, vous avez 5 pays, la France, l'Allemagne, etc. Bon, les évolutions, ça ne doit pas vous étonner. Donc elles sont en euros pour 100 kg de poids vif. Bon, c'est comme ça sur leur site. Et puis c'est la catégorie S, ou E, je ne sais plus. Voilà. Et donc nous, on va regarder
dans cette série-là, déjà, bon, est-ce que c'est stationnaire? Donc, non, c'est pas stationnaire. Les prix ne reviennent pas systématiquement à un même niveau de prix. Ça veut dire, quelque part, l'interprétation économique, elle est juste une interprétation. On ne peut pas la valider, parce que ici, je n'utilisais que des prix. Hein. Retenez bien, je n'essaye de faire un diagnostic qu'avec des prix. Donc quand on veut interpréter avec des quantités ou des phénomènes, c'est forcément de l'interprétation. Mais bon, on a trouvé de manière assez standard que ces prix-là ne sont pas stationnaires. Ça veut dire que les coûts de production ne sont pas uniques, ne sont pas stationnaires non plus. Mais on a trouvé, quand on fait la relation entre la France et l'Allemagne, on a trouvé qu'il y a bien une relation de co-intégration, c'est-à-dire que les prix allemands et français, ils ont une relation de long terme entre eux. Et l'interprétation qu'on peut vérifier, c'est que de temps en temps, si les prix s'écartent de trop, rien n'exclut du commerce de porc vif entre la France et l'Allemagne, pour que si jamais, imaginons que le prix français soit en dessous du prix allemand, eh bien, les opérateurs envoient des cochons en Allemagne pour créer des tensions relatives sur les marchés et rééquilibrer les prix. Et sans mettre ce commerce de porc vif, qui serait le mécanisme par lequel on aurait cette relation de long terme, on la retrouve. Okay, juste avec les prix. C'est-à-dire que les prix, ils ont quand même de l'information. Okay, donc on a trouvé ça, et on a trouvé... Alors c'est là que... Bon, c'est le deuxième résultat. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'entre la France et l'Allemagne, la relation de long terme, elle est quoi? Elle est qu'il y a un effet trend ici. Ça veut dire que on ne peut pas l'interpréter, mais une hypothèse, ce serait que le prix français, vous voyez, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si le prix allemand ne devait pas bouger, il augmenterait de 0,02, donc ça fait, multiplié par temps, le temps c'est des semaines, ça veut dire que sur une année, sur la période 2014-2022, le prix français a gagné par an 1 euro pour les 100 kilos. Dans cette relation de long terme. À quoi c'est dû? On ne peut pas le savoir. Est-ce que c'est lié au fait que le cochon français est devenu de meilleure qualité relativement à perçu de meilleure qualité par les consommateurs, relativement au porc allemand? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Ce que je vous dis juste, c'est que selon les statistiques de prix, le prix français à l'équilibre, de long terme, s'est amélioré. Est-ce que c'est lié au fait que la productivité dans les élevages français serait moindre que la productivité allemande? C'est une autre hypothèse. Je ne peux pas la tester. Okay, l'autre résultat qu'on a, c'est que là, ici, il n'y a pas un coefficient 1. Ça veut dire que lorsque le prix allemand, mettons, varie, la variation du prix française en moyenne de long terme est plus petite. Et là, il y a les acteurs économiques qui peuvent nous dire « Ah oui, ça correspond au fait que chez nous, on essaye de lisser des choses, etc. » Okay, que l'ajustement ne soit pas lessible. Donc voilà ce qu'on a dans la relation de long terme qui est révélée par la statistique. Hein. Vous ne la voyez pas directement dans les prix. Hein, parce que les prix, retenez on a estimé de 2014 à 2022, sur cette période, il y a eu plein de chocs. Il y a eu le choc annexion de la Crimée par la Russie en 2014 qui a fait que même le marché de Plérin, temporairement, s'était cassé la gueule parce qu'il y avait une décision du ministre de dire vous mettez le prix à temps. Et en fait, le marché, il n'aime pas quand on fixe le prix. Le marché, il fait les déséquilibres entre l'offre et la demande. Entre-temps, il y a eu quoi? Il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui ont fait que autour de cette équation d'équilibre, il y a eu plein de choses. Et qu'est-ce qu'il y a eu autour de cette équation d'équilibre? Alors désolé, j'ai peut-être mis un peu petit. Vous vous rappelez, il y avait l'histoire de quand il y a un déséquilibre, mettons lié au Covid, que les abattoirs n'ont pas pu tourner comme il faut. Donc il y a eu un déséquilibre temporaire. Qu'est-ce qui a fait qu'on est revenu vers la relation d'équilibre entre la France et l'Allemagne? Vous vous rappelez, il y avait l'histoire du alpha. Qui va s'ajuster? Eh bien, ce qu'on trouve, et ça ne va pas étonner, mais ça, c'est sans informer le logiciel, hein, on trouve que c'est la France, c'est le prix français qui va rejoindre le prix allemand. S'il y a un déséquilibre d'1 euro entre nos deux pays sur une semaine, il y a un choc la semaine précédente, le prix français, cette semaine, va reculer de 20 centimes.
pour se rapprocher du prix allemand. Enfin, de la relation d'équilibre entre nos deux prix. Par contre, le prix allemand, lui, il ne bouge pas. Il s'en fout du prix français. OK ? C'est ça qui se passe. Donc après, là, c'est assez simple à interpréter parce qu'on n'a mis que deux produits en même temps. OK ? Lorsqu'il y en a plusieurs, on est obligé de finir des indicateurs. Et après, on appelle ce qu'on appelle le price discovery. Là, ici, dans ce cas-là, ça veut dire que le marché directeur, c'est le marché allemand à 94% des cas. Okay, c'est ça qu'on obtient. Donc ça répond à une des questions. Quel est le marché pertinent? Donc on regarde d'abord. Vous allez me dire, c'était hyper évident. Ok, mais après, on a d'autres choses. Par exemple, entre le port français et le port espagnol, c'est pas du tout pareil. Et pourtant, on n'a rien informé de le logiciel. Hein. Et quand vous allez voir les acteurs, ils vous disent, oui, parce qu'en fait, en Espagne, le système est complètement différent. Okay, donc on a répondu à une première question. Et ce qu'on va répondre aussi après, c'est l'histoire de la durée. Combien de temps ça prend pour résoudre un déséquilibre? Là, je vous ai juste dit qui va résoudre le déséquilibre, mais combien de temps ça prend? Ok, en fait, ça va être lié à ces coefficients-là. Et ce qui est assez curieux, c'est quand il y a eu un déséquilibre, lorsqu'il y a eu une variation de prix, la semaine précédente, en France, on va corriger dans l'autre sens la semaine suivante, et alors que dans le cas de l'Allemagne, les variations de prix vont se cumuler sur 2 semaines. À la limite, ça va mieux se voir sur ce graphique-là. Quand vous avez un choc en Allemagne qui arrive, vous voyez qu'en fait, ça va être la courbe verte. Le choc, en fait, il va être étalé sur 2 semaines. Là, ce sont des semaines. Ça va être étalé sur 2 semaines, et en 5 semaines, on a atteint l'équilibre. Ça y est, le marché est revenu, s'il n'y a pas un nouveau choc évidemment, mais il est revenu à sa valeur d'équilibre. Alors qu'en France, vous voyez, nous on part d'en haut et aussitôt on baisse. Parce que il y a eu un choc en Allemagne, par exemple les abattoirs n'ont pas tourné. Là, il y a un choc en France, imaginons les abattoirs n'ont pas pu tourner. OK ? Et nous, le prix français, paf, aussitôt, il va essayer d'aller rejoindre le prix allemand. Que le prix allemand, lui, il vit sa vie, 2 fois. Et donc nous, après le prix français, quand c'est le choc allemand, on va le suivre. Et là, ici, le prix allemand va très très peu bouger lorsqu'il y a eu ce choc français. Ce qu'on voit, c'est que la France, elle va mettre à peu près 20 semaines pour atteindre son prix d'équilibre, pour rejoindre la courbe d'équilibre, alors qu'en Allemagne, c'est 5 semaines à peu près. Et donc ça répondait à la deuxième question. C'est quoi la vitesse pour déterminer une crise de résorption? Et la troisième question qu'on avait, c'était l'ampleur de la crise. Vous voyez qu'en France, ce qu'on appelle l'écart type standard d'un choc, c'est 5 centimes. Et ça, on n'a pas informé le logiciel. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, à Plérin, on avait dit, c'est 5 centimes maximum le jeudi. Bon là, depuis qu'il y a eu la crise ukrainienne, ils ont mis 10 centimes. Donc ce serait marrant de tester depuis, On s'était arrêté avec la stagiaire mars 2022. Mais voilà, ça reproduit ça, alors qu'en Allemagne, le choc est plus petit au départ. La première semaine, il part à 2 centimes et il aboutit à 4 centimes à la fin. Donc, voilà ce qu'on a fait. On l'a fait sur plein d'autres filières. Je pense que j'espère pas trop vous déborder. Je passe à la conclusion, parce qu'il en reste du travail à faire. Nous, l'objectif, c'était d'essayer de se dire, voilà, en politique agricole, on se bat depuis des années à savoir c'est quoi la crise. Personne n'a essayé de la définir. Personne n'a été vraiment jusqu'à la quantification de ça. Donc nous, on apporte des éléments au système. On n'a pas encore résolu ce système, la problématique. On n'est que toujours dans le diagnostic, on n'est pas dans la solution. OK ? Donc on a travaillé sur les tailles de choc, les durées, les marchés pertinents, avec l'analyse de plusieurs filières. Retenez que ces méthodes statistiques, c'est pas l'alpha et l'oméga. Hein. C'est juste un outil supplémentaire par rapport à d'autres analyses qu'on peut faire. Si on peut avoir des informations supplémentaires sur les quantités, etc., c'est très intéressant à mettre. Nous, dans nos travaux sur les marchés financiers, on utilise ces mêmes techniques-là pour voir est-ce que les prix sur les marchés financiers, par exemple entre la graine de soja, l'huile de soja et le tourteau de soja, ils sont cohérents. Parce qu'on sait qu'il y a une relation entre ces 3 matières premières. On triture de la graine, on obtient. On trouve qu'il y a une relation de co-intégration. Donc ces relations de prix sont tout à fait logiques lorsqu'il y a des volumes associés. Parce que ce qui se passe sur ces marchés-là, on trade énormément de graines de soja à Chicago.
on traite énormément de tourteaux de soja en Chine et on traite très peu d'huile, en fait, relativement. Relativement. Et donc, on mobilise ces volumes relatifs d'huile de soja par rapport à la graine et le tourteau pour voir quand est-ce que la co-intégration arrive. C'est juste pour vous dire que quand on fait une analyse qu'avec les prix, il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup plus que ce que peuvent dire les prix. Si on a de l'information supplémentaire, normalement sur les marchés financiers, on en a énormément, on trouve qu'il y a de la cohérence. Et là, quand nous, on fait juste sur les prix du plérin et allemand, et on confronte avec les acteurs, il y a une certaine cohérence. Ça ne veut pas dire qu'on a tout fait, mais ça permet, c'est un outil qui permet quand même de causer, quoi. OK ? Donc c'est une méthode bien établie sur le plan académique. Alors, je n'ai pas résisté sur ma dernière slide. C'est pour l'observatoire. Parce que là, je vous l'ai présenté sur la relation entre le prix du porc français et allemand. Mais évidemment, on peut le faire sur plein de séries de prix. On peut le faire sur plein de séries de prix, que ce soit géographique, que ce soit qualité entre, par exemple, un porc bio et un porc non bio. On peut le faire aussi sur temporel. Nous, on le fait beaucoup en temporel sur les marchés financiers, savoir est-ce que l'échéance dans un an est proche de l'échéance d'aujourd'hui. Et on peut le faire aussi de manière verticale, sur une filière. Donc, est-ce que les prix agriculteurs, de gros et de distribution sont cohérents, sont co-intégrés? Et donc, juste pour le petit fun, ça fait 20 ans que c'est fait. Je vous remets une publication de mes collègues. Mes collègues, enfin, c'est des Néerlandais qui ont travaillé sur le cas allemand. Est-ce que donc les prix de distribution sont cohérents par rapport aux prix reçus par les agriculteurs? Donc, ils ont utilisé exactement la même technologie. Donc, je vous ai juste mis le résumé. Vous voyez, mince, je ne veux pas vous le cacher. Hein. L'analyse de co-intégration, donc c'est ce qu'on vient de faire, hein, révèle que les distributeurs ont un pouvoir de marché vis-à-vis des consommateurs. Ça veut dire qu'ils tarifient plus que ce que le consommateur devrait payer. Et de l'autre côté, que la même analyse de co-intégration montre que le pouvoir d'oligopsone, c'est-à-dire résulte dans le fait qu'ils ont été capables d'acheter à moins cher le prix du porc. Donc, est-ce que l'observatoire d'utiliser ça? J'en sais rien. Ce sera à lui de le voir. Mais ça peut être complémentaire des travaux qui sont menés habituellement. Et là, notamment, dans le sens où ça peut être fait tous les mois. Encore une fois, ce ne sera qu'un indicateur. Mais pourquoi pas l'utiliser? Parce qu'on collecte tous les mois des données sur les prix. Voilà mon introduction et je suis évidemment ouvert à toutes les questions.